Je vais vous parler d'un dossier qui parle de méningite, de la physiopathologie de méningite bactérienne et également de l'usage des thérapeutiques adjuvantes, notamment dans les corticoïdes, à partir d'un cas qu'on a eu en réanimation il y a quelques semaines. Voilà, topo préparé avec le docteur Pierre-Étienne Lebon. Je vous laisse faire le titre, petite tentative de jeu de mots qui a été fait grâce à mes coordonnées. Pour commencer, donc, il s'agit du cas de M. N, 46 ans, un patient qui a comme antécédent une mutation des transporteurs des selles biliaires et également une vénopathie portale oblitérante, qui a comme présentation sur son histoire clinique initiale des cytopénies et une asthénie qui apparaissent le 4 novembre 2023. Il consulte aux urgences de Louis-Maurier le lendemain, où on retrouve un patient qui est Glasgow 10, sans déficit focal, avec une saturation à 95% en air ambiant et l'absence de défaillance hémodynamique par ailleurs. La prise en charge initiale, on retrouve sur le bilan biologique une ponction lombaire qui est réalisée, qui retrouve une protéinorachie très importante à 19 grammes par litre, également une glycorachie effondrée qui est à 0,5 mmol par litre, pour une glycémie qui était à 9,8 mmol à ce moment-là. Une hyperlactatorachie également très importante à 23 mmol par litre, des antigénuries et une PCR pneumocoque qui sont positifs dans le LCR, et à l'examen direct du LCR, on retrouve des coccygrammes plus avec un aspect de diplocoque. Il y a un scanner cérébral qui est réalisé initialement, qui retrouve un aspect d'hydrocéphalie, comme vous pouvez voir, et l'imagerie est complétée par une IRM initiale qui retrouve un rehaussement de la paroi des ventricules et également du PU qu'on retrouve là sur l'image de droite dans les cornes occipitales des ventricules latéraux. Sur le plan de la prise en charge initiale, c'est un patient qui est rapidement intubé devant l'aggravation de son état de conscience. Dès les résultats de l'APL, dès l'APL, en fait, il y a une antibiothérapie par ceftriaxone à dose ménagée qui est instaurée, ainsi qu'une corticothérapie par dexaméthasone qui commençait en même temps que les antibiotiques. Et il est transféré chez nous en réanimation chirurgicale devant l'hydrocéphalie initiale et l'indication à une pause de DVE. Donc, suite à ce tableau clinique, avec Pierre-Étienne, on a décidé de se focaliser un petit peu sur 3 éléments de la prise en charge. Le premier, c'est devant cette hyperlactatorachie très importante, on s'est questionné sur le rôle du lactate dans le cerveau, à la fois en physiologie et en physiopathologie. On s'est également posé la question sur la place de la dexaméthasone et des corticoïdes dans le traitement de la méningite bactérienne. Et enfin, on s'est intéressé aux différentes complications de la méningite à pneumocoque et à la littérature là-dessus. Donc, je vais commencer par vous parler de lactate et cerveau. Alors, tout d'abord, un petit QCM. Voilà, pour parler du lactate. Donc, quelles sont l'origine et le rôle du lactate au cours de la méningite? Donc, vous trouvez les réponses vraies et fausses. Premièrement, le lactate est un produit de dégradation de la glycolyse anaérobie. Deuxièmement, le lactate est un reflet de l'hypoxie cérébrale au cours de la méningite. Troisième point, le lactate est un substrat énergétique nécessaire pour les cellules cérébrales. Et enfin, le lactate est produit par le métabolisme bactérien anaérobie. Donc, selon vous, quelles sont les propositions vraies là-dedans? La C. La C. La C est vraie, ouais. Seulement la C? La A. La A? Quelqu'un a dit? Non? Pour vous, la A, B et la D sont fausses? Non, la A. La A aussi. Plutôt A et C. Je vais continuer et vous allez voir les réponses progressivement. Je pense qu'il faut que tu continues. Donc, en préparant ce pot, je me suis rendu compte que j'avais quand même besoin de quelques rappels de physiologie métabolique de base. Donc, je me suis permis de remettre cette diapo. Donc, tout d'abord, nos cellules ont besoin d'énergie pour fonctionner. Cette énergie est essentiellement véhiculée grâce à l'ATP et il existe plusieurs voies métaboliques qui permettent de synthétiser l'ATP. Si on regarde à gauche, on a la première voie en haut à gauche de la glycolyse anaérobie qui permet la synthèse de 2 molécules d'ATP en transformant le glucose en pyruvate. Le pyruvate, ensuite, en présence d'oxygène, va entrer dans le cycle de Krebs et à travers différentes réactions d'oxydoréduction, il va y avoir oxydation de tous les composés et donc libération d'électrons libres qui vont permettre la production d'ATP par la chaîne mitochondriale. Quand on est dans une cellule qui n'a pas d'oxygène ou qui est en hypoxie, en effet, le pyruvate ne va pas rentrer dans le cycle de Krebs. Il va être important de pouvoir régénérer la voie de glycolyse anaérobie. Et c'est là où la transformation pyruvate-lactate prend toute son importance, car elle permet de régénérer la molécule de NAD+, qui va permettre de nouveau de synthétiser 2 molécules d'ATP
en partant du glucose au pyruvate. Et je vous ai également mis le cycle de Cori, car dans ce cycle, on voit le rôle important du lactate comme substrat énergétique. Car en effet, dans le cycle de Cori, on va avoir dans le foie 2 molécules de lactate qui vont servir comme substrat pour produire une molécule de glucose. Et ce glucose va pouvoir ensuite être transporté vers d'autres cellules, soit les muscles en condition d'effort, soit d'autres cellules qui n'ont pas de mitochondries comme les globules rouges. Et grâce à ce glucose transporté, ces cellules-là vont pouvoir produire de l'énergie et resynthétiser du lactate. Et l'intérêt du lactate est également qu'il diffuse librement entre les organes en circulant dans le sang, contrairement au pyruvate qui ne diffuse pas comme ça. Donc maintenant qu'on a parlé de nouveau du lactate, revenons un petit peu vers les besoins métaboliques du cerveau. Donc le cerveau représente 2% du poids du corps, 15% du débit cardiaque, mais 20% de la consommation en oxygène et 25% de la consommation en glucose. Ce qui est intéressant ensuite de voir, c'est que historiquement, on avait une vision de l'unité neuroénergétique avec vraiment le neurone qui était au centre des interactions et le glucose qui était le principal substrat énergétique. Ce qu'on a découvert petit à petit au cours des 10-20 dernières années, c'est qu'au final, l'astrocyte était une cellule qui était vraiment au cœur de la cellule neuroénergétique, car il permettait de centraliser les interactions entre le capillaire sanguin et les neurones. Donc vraiment une cellule au cœur du métabolisme cérébral, et qui par ailleurs représente tout de même la moitié du volume cérébral, donc qui est une cellule importante. Maintenant que je vous ai introduit ce rôle important de l'astrocyte, on va parler de la navette lactate-astrocyte-neurone, qui est la navette qui utilise le lactate comme substrat énergétique en conditions physiologiques. Donc voilà, là on est dans un cerveau sain, et ce qu'on voit, c'est qu'initialement, quand on a un neurone qui est activé, le neurone activé va relarguer de la glutamine, du glutamate au niveau de la fente synaptique. Ce glutamate va être recapté par l'astrocyte, et l'astrocyte va permettre de faire la régénération de ce cycle avec le glutamate qui est transformé de nouveau en glutamine, relargué par l'astrocyte et recapté par le neurone qui va pouvoir l'utiliser. Ce cycle glutamine-glutamate va nécessiter de l'énergie à l'astrocyte qui va pour cela consommer une molécule d'ATP, et ça va donner comme signal à l'astrocyte que le neurone est activé et que le neurone a besoin d'énergie. Donc en retour, l'astrocyte va réabsorber plus de glucose à travers les transporteurs de glucose qui permettent de réabsorber du glucose par gradient de concentration à partir des capillaires sanguins. Et ce glucose capté par l'astrocyte va être de nouveau transformé en lactate, et le lactate va être le substrat énergétique que l'astrocyte donne au neurone. Ce neurone va ensuite utiliser ce lactate pour produire de l'énergie. Donc ce qu'on voit là-dedans, c'est que déjà on remarque que l'astrocyte a en fait une production énergétique qui est bien plus grande que ses besoins en tant que cellule. Donc l'astrocyte est vraiment une cellule qui produit de l'énergie pour les cellules environnantes, notamment les neurones, et que l'astrocyte est capable de capter l'activation du neurone et en compensation produire plus d'énergie à travers le lactate qui donne au neurone pour que le neurone l'utilise pour son métabolisme énergétique. Donc ça c'est en conditions physiologiques. Ensuite, en conditions pathologiques, on s'intéresse au rôle du lactate en situation pathologique. On va avoir une nouvelle navette qui intervient à ce moment-là, qui est la navette lactate astrocyte microglie. Donc la microglie sont des macrophages qui sont présents dans le système nerveux central, qui sont normalement en stade quiescent et qui vont être activés en cas d'agression cérébrale. Et ce qu'on voit, c'est qu'à ce moment-là, le lactate qui est de même manière capté par l'astrocyte, enfin le glucose qui est capté par l'astrocyte qui ensuite produit du lactate, au lieu de libérer ce lactate et le donner au neurone pour son métabolisme énergétique, au contraire, ce lactate va être détourné et capté par la microglie. Donc c'est ce qu'on voit avec le schéma en rouge où on est en situation pathologique. Le lactate sécrété par l'astrocyte est capté par la microglie, car la microglie est à ce moment-là activée et a des plus grands besoins énergétiques. Et donc on se retrouve avec cette microglie qui utilise le lactate pour produire de l'énergie et pour produire des réactifs de l'oxygène qui vont permettre de faire la défense contre l'organisme bactérien en cause. Et donc à ce moment-là, le lactate qui est un petit peu détourné du neurone, le neurone se retrouve inactivé avec moins de substrat énergétique. Et ce lactate qu'on retrouve central, là dans le schéma entre l'astrocyte et la microglie, et le lactate qu'on retrouve dans l'hyperglycémie.
Voilà. Donc, pour répondre à la question initiale de ce lactate, est-ce qu'il vient des défenses, en gros du métabolisme cérébral de l'hôte, ou est-ce qu'il vient de la bactérie, j'ai rajouté une étude qui illustre ça. Donc, le lactate est une molécule qui est synthétisée à partir du pyruvate, et il existe deux formes du lactate, le L-lactate et le D-lactate, qui sont deux énantiomères, la forme lévogir et la forme dextrogir. Pour synthétiser le L-lactate ou le D-lactate, on a besoin d'une enzyme qui va être soit la L-lactate déshydrogénase ou la D-lactate déshydrogénase. Il faut savoir que chez l'homme, on a seulement la L-LDH, alors que les bactéries possèdent la D-LDH. Et donc dans cette étude, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont analysé le LCR de 20 patients qui présentaient une méningite tuberculeuse, et à travers une technique de chromatographie et de spectrométrie de masse, ils ont essayé de retrouver quelle était la forme de lactate qu'on retrouvait dans le LCR chez ces patients qui présentaient une méningite. Et ce qu'on retrouve, c'est qu'on a uniquement le L-lactate qui est présent dans le LCR. Donc ça veut dire que ce lactate dans le LCR au cours de la méningite provient uniquement du métabolisme cérébral de l'hôte. Alors que dans l'urine, on retrouve les deux, on retrouve du L-lactate et du D-lactate de par la contamination de proximité de la flore digestive et les bactéries de la flore digestive. Voilà. Donc, on a beaucoup parlé de physiologie et de physiopathologie. Maintenant, on va discuter un tout petit peu en pratique qu'est-ce qu'on fait du dosage du lactate dans le LCR. Pour ça, j'ai remis une étude qui est donc une méta-analyse de 2011 qui se base sur 33 études qui sont principalement rétrospectives et qui analysent l'intérêt du lactate et sa valeur diagnostique pour différencier la méningite septique de la méningite aseptique. Ils avaient utilisé comme cutoff 3,8 et on retrouve qu'on a des très bonnes valeurs de sensibilité, spécificité, VPP et VPN, et notamment la VPN qui est à 93%, qui permet de se dire que donc, si on est en dessous de ce cutoff-là, on peut quasiment éliminer le diagnostic de méningite bactérienne. Ça, c'était en situation communautaire, pardon, je n'ai pas précisé. Et en situation nosocomiale, il y a eu de nombreuses études, mais pareil, cette méta-analyse qui reprend 5 études qui étudient la valeur diagnostique du lactate dans le LCR pour diagnostiquer une infection. Et sur ces études, pareil, avec des cutoffs qui sont un peu moins précis, qui varient aux alentours de 4 et 5, on retrouve de nouveau une très bonne valeur prédictive négative qui nous permet quasiment d'éliminer la méningite quand on est en dessous de ce cutoff-là. Voilà. Maintenant, deuxième chose à laquelle on s'est intéressé, c'est la place des traitements adjuvants et des corticoïdes au cours de la méningite. Quelle est la place du traitement par corticoïdes au cours de la méningite bactérienne? Premier point, les corticoïdes sont indiqués dans toutes les méningites bactériennes communautaires. Deuxième point, la durée de traitement recommandée est égale à la durée du traitement antibiotique. Troisième point, la durée de traitement est inférieure à la durée du traitement antibiotique. Et enfin, une initiation précoce dès la première dose d'antibiotique est recommandée. Voilà, c'est une question un peu plus classique qui suit les recommandations. Selon vous, lesquelles sont prêtes? CD. Donc plutôt la durée est inférieure à la durée du traitement et une initiation précoce est recommandée. Et bon, on va voir ça plus tard, mais c'est globalement ça. Donc, une petite diapo qui rappelle un peu pourquoi on parle autant du rôle des thérapeutiques adjuvantes dans la méningite. Tout d'abord parce qu'en dehors de sa mortalité qui est très importante, la méningite est une maladie qui a des morbidités qui laissent beaucoup de séquelles à terme, et notamment la méningite à pneumocoque. Parce qu'on voit qu'au moins 34% des patients qui ont une méningite à pneumocoque vont avoir au moins une séquelle, et qu'on a également une perte auditive qui est importante, et particulièrement dans la méningite à pneumocoque par rapport aux autres méningites bactériennes. Voilà, un tout petit rappel de physiopathologie pour expliquer quel est le rôle des corticoïdes. Globalement, dans l'infection méningée à pneumocoque, on va avoir le pneumocoque qui est représenté par les petites boules vert bleu, qui va infecter, qui va traverser la barrière endothéliale, soit en passant entre les cellules ou au sein des cellules, et qui va ensuite déclencher une réaction inflammatoire très importante, parce que notamment des protéines de la capsule du pneumocoque vont être reconnues par des récepteurs de l'immunité innée, notamment les toll-like récepteurs qui sont présents sur les cellules présentatrices d'antigènes et donc la microglie dans le cerveau, et cette activation des toll-like récepteurs va déclencher une cascade inflammatoire qui passe notamment par cette protéine centrale qui est le NF-κB, et tout ceci va déclencher
des dérivés réactifs de l'oxygène qui vont augmenter la perméabilité vasculaire, qui vont ensuite permettre un plus grand influx de PNN dans le LCR et la libération de différentes enzymes et dérivés réactifs de l'oxygène qui vont contribuer à la réponse inflammatoire locale. Et la raison pour laquelle je vous montre tout ça est juste pour montrer que les corticoïdes interviennent en inhibant le NF-κB et donc en limitant la réaction inflammatoire provoquée par l'hôte au cours de l'infection bactérienne qui, elle, va être responsable des différentes séquelles neurologiques qu'on peut retrouver dans la méningite. En pratique clinique, quel est le bénéfice qu'on retrouve sur l'usage des corticoïdes? Donc, il y avait une revue de la Cochrane publiée en 2018 qui reprend globalement tous les essais contrôlés randomisés qui datent d'avant 2015, qui regroupe plus de 4000 patients et qui s'intéressait aux différents bénéfices de morbimortalité de l'adjonction de corticoïdes au cours de la méningite bactérienne. Ce qu'on retrouve, c'est qu'on ne retrouve pas de rôle protecteur sur la mortalité globale. Par contre, sur les différentes séquelles neurologiques ou de perte auditive, on retrouve un rôle protecteur des corticoïdes. Il était aussi intéressant de noter que quand ils faisaient des analyses en sous-groupe selon le germe, le seul sur lequel il y avait un impact, une réduction significative de la mortalité était le pneumocoque et pas les autres germes, ce qui souligne un peu cette idée que le pneumocoque a sa pathologie qui est particulièrement liée à une réaction inflammatoire très importante déclenchée par la bactérie elle-même et ensuite par la réponse de l'hôte à l'invasion. Voilà, donc j'ai remis les recommandations de prise en charge sur et la place des corticoïdes dans la méningite bactérienne. Alors, donc les dernières recommandations viennent globalement de 2008, où il est indiqué de mettre de la dexaméthasone immédiatement ou lors de la première injection d'antibiotiques lorsqu'on a une méningite à pneumocoque chez l'enfant ou l'adulte, pour le méningocoque seulement chez l'adulte et l'hémophilus chez l'enfant et le nourrisson, et qu'en cas d'examen direct négatif mais un aspect trouble du LCR ou d'autres arguments biologiques très en faveur d'une méningite bactérienne, également d'appliquer cette même recommandation, et que la dose initiale chez l'adulte, c'est 10 mg x 4 par jour pendant 4 jours. Voilà, il n'y a pas eu globalement de modification depuis 2008, juste il y a eu une mise à jour de la SPILF en 2017 qui notait qu'en cas d'oubli, en cas d'oubli d'introduction de la dexaméthasone au moment de la première dose antibiotique, on pouvait introduire la dexaméthasone jusqu'à 12 heures après le début de l'antibiothérapie. J'ai également mis cette étude qui apporte un peu d'éléments supplémentaires par rapport aux recommandations, qui est une étude qui a été publiée dans le Lancet en avril 2023 et qui s'intéresse à la place de la dexaméthasone dans la méningite à Listeria. Parce que comme vous avez vu, et je pense qu'on a tous appris dans les recommandations, quand on a un diagnostic de méningite à Listeria, pour le coup, il n'y a pas d'indication à l'heure actuelle de mettre des corticoïdes. Et tout ça avait été d'ailleurs prouvé par un essai de 2017 de l'équipe d'infectiologie de Necker qui ne montrait pas de bénéfice, voire un effet délétère des corticoïdes dans la neurolistérien. Par contre, il y a eu cette étude néerlandaise qui reprenait une cohorte prospective multicentrique avec 162 méningites à Listeria et où en fait spontanément quasiment la moitié avait été traitée par dexaméthasone et dexaméthasone initiée très précocement, donc 4 heures, moins de 4 heures avant le début des antibiotiques. Et pour le coup, eux retrouvent un facteur protecteur des corticoïdes, où un bon pronostic à la sortie est retrouvé dans 72%. Non, je me suis trompée, j'ai dit l'inverse. Globalement, il y a un bon pronostic dans 72% des patients qui ont été traités par dexaméthasone, un peu moins dans ceux qui ont eu un traitement incomplet, et ceux qui n'ont pas eu de traitement par dexaméthasone, le pronostic est moins bon. Et par contre, on le voit mieux sur la survie, excusez-moi, où ce qu'on voit, c'est la courbe en haut qui est verte. La courbe de survie, c'est les patients qui ont reçu de la dexaméthasone, la courbe verte en haut, et la courbe bleue, c'est les patients qui n'avaient pas reçu de dexaméthasone. Et on voit qu'on a, c'était d'ailleurs remarqué de manière significative dans l'article, une survie qui est plus importante chez les patients qui ont été traités par dexaméthasone. Donc ça pose la question, cette dernière étude qui contraste un petit peu avec les études précédentes dans la littérature, de s'il y aurait peut-être une place même des corticoïdes dans la méningite à Listeria, chose qui n'est à l'heure actuelle pas du tout recommandée. Et enfin, dernier point auquel on s'était intéressé, c'était les complications de la méningite.
Parce que dans le cas de notre patient, donc on a un patient qui présente d'emblée, pas seulement avec une méningite à pneumocoque, mais avec une méningoventriculite à pneumocoque, et qui par ailleurs, sur une imagerie de contrôle à J3 de la prise en charge, va avoir des images évocatrices de vascularite. Donc on s'est posé la question de la vascularite et la ventriculite au cours de la méningite à pneumocoque. Pareil, un dernier petit QCM, donc le pneumocoque est le premier pourvoyeur de ventriculite au cours de la méningite bactérienne. La présence de ventriculite associée à la méningite ne modifie pas les modalités de prise en charge. Et enfin, la vascularite est associée à 1 à 5% des méningites à pneumocoque, ou plutôt 10 à 30% des méningites à pneumocoque. Selon vous, lesquels sont les propos qui sont vrais? Je vous laisse réfléchir, les réponses arriveront plus tard. Donc, il y avait tout d'abord une étude qui avait été faite par l'équipe de Rennes, qui était assez intéressante. C'était une cohorte sur rétrospective qui reprenait tous les cas de ventriculite du CHU de Rennes entre 2005 et 2019. Ils regardaient premièrement les différentes étiologies. Ce qu'on retrouvait là-dedans, c'est qu'eux avaient quand même une part importante d'infections communautaires dans ces ventriculites. Et parmi les infections communautaires, quand c'était une ventriculite secondaire à une méningite, le pneumocoque était la première étiologie. Par contre, quand c'était un abcès communautaire, une ventriculite secondaire à un abcès, toujours en situation communautaire, là on était plus sur des streptocoques du groupe Milieri. Voilà, et ce qui était intéressant, c'est que eux posaient le diagnostic de ventriculite à la fois sur la clinique de l'imagerie, donc souvent c'était une IRM et la microbiologie avec des prélèvements de LCR ou éventuellement des hémocultures qui étaient positives. Et ce qu'ils décrivaient également, c'était un pronostic qui était relativement effroyable dans cette pathologie, avec une mortalité hospitalière à 30%, une mortalité à 1 an qui était à 40%, et des séquelles neurologiques qui étaient très importantes, parce qu'on avait à peu près 60% de séquelles neurologiques chez les survivants. Mais en effet, en tout cas en situation communautaire, le premier pourvoyeur de ventriculite est le streptocoque de manière générale, soit le pneumocoque secondaire aux méningites, soit le streptocoque Milieri secondaire aux abcès. Et la deuxième chose qu'on avait étudiée, c'était que pouvait-on dire par rapport à la vascularite et la méningite à pneumocoque. Et pour ça, il y a une étude qui était parue cette année, qui étudiait la vascularite comme complication de la méningite à pneumocoque. C'était une étude d'une équipe de Montpellier qui reprenait tous les cas de méningite à pneumocoque du CHU de Montpellier et également de l'hôpital de Nîmes. Et ils avaient au total 168 méningites et ils retrouvaient parmi toutes ces méningites 29% de vascularite. Ils s'étaient intéressés dans leurs analyses ensuite à regarder si l'adjonction de dexaméthasone avait eu une influence ou non sur la survenue de la vascularite. Dans ce qu'ils avaient retrouvé dans cette étude, il n'y avait rien qui ressortait de manière significative, soit de manière protecteur ou délétère sur l'adjonction de dexaméthasone et la survenue de vascularite. Ils avaient également un pronostic qui était assez effroyable, avec une mortalité qui était à 31% chez les patients qui avaient une vascularite contre 26% pour ceux qui n'en avaient pas, et un pronostic à la sortie avec un bon pronostic dans 48% des cas chez les gens qui n'avaient pas de vascularite, alors que c'était plutôt 10% chez ceux qui avaient une vascularite. Et l'autre chose intéressante qui était notée, parce que j'ai passé pas mal de temps à essayer de comprendre quels étaient les facteurs qu'on pouvait retrouver dans la littérature concernant la survenue de vascularite et comment on pouvait la protéger, c'est que la médiane de survenue de la vascularite dans cette étude était à J8, et il y a pas mal de cas qui sont rapportés dans la littérature qui évoquent l'hypothèse que c'est à l'arrêt de l'immunosuppression à J4 qu'ensuite il y aurait de nouveau une réaction inflammatoire qui serait responsable de la vascularite. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose qui soit formellement démontré là-dessus, mais en effet, dans beaucoup de cas, on retrouve une survenue de vascularite quelques jours après l'arrêt des corticoïdes. Par contre, ça contraste avec ce qu'on avait vu chez notre patient, parce que chez notre patient, pour le coup, la survenue de la vascularite, on l'avait vu dès J3, il n'y avait jamais eu d'interruption de corticothérapie chez lui. Donc voilà. Enfin, en conclusion, quelques messages clés.
Le premier, concernant l'unité neuroénergétique, c'est que l'astrocyte est vraiment au cœur du métabolisme cérébral, que le lactate est un substrat énergétique pour le cerveau en conditions physiologiques, mais aussi en conditions d'agression. Enfin, que le lactate a un fort intérêt diagnostique dans la méningite bactérienne communautaire et nosocomiale. Et concernant la ventriculite, qu'un traitement antibiotique prolongé est indiqué en cas de ventriculite associée à une méningite bactérienne, mais pareil, il existe trop peu de données dans la littérature pour avoir une idée vraiment précise sur la durée des antibiotiques, ce qui marcherait mieux ou moins bien. Et enfin, la vascularite est une complication qui est sous-estimée probablement de la méningite à pneumocoque, car dans beaucoup de séries de cas, en fait, la prévalence reportée de vascularite était bien inférieure aux 30% retrouvés dans cette étude. Et la physiopathologie et la prise en charge de la vascularite restent encore incertaines.